C'est-à-dire chaque prêt qui est tributaire d'un intérêt est constitué de riba. Okay. Donc la seule façon de donner directement de l'argent, c'est de le faire sans intérêt. Effectivement, les banques islamiques le font. C'est-à-dire donner un prêt sans intérêt à un projet. En général, il y a un segment de personnes bien ciblées à qui on donne cela. En général, même, c'est pour les banques islamiques du monde entier, en général, c'est des salariés. Parce que le salaire est domicilié chez vous, donc vous avez une garantie. Puis c'est des montants parfois très limités. Okay. Mais ça, c'est des produits d'appel. Okay. En général, quand vous dites, moi, je fais des prêts sans intérêt, au segment particulier salarié, en général, tous les salariés vont domicilier leur salaire chez vous. C'est sûr. Parce qu'après, quand on est dans un pays un peu sous-développé comme le nôtre, à l'approche des fêtes, les gens ont besoin de quoi régler le problème de la fête. Ouais. Vous avez par exemple la fête des moutons, la fête de l'Aïd al-Akbar, qui arrive en plein milieu du mois. Pour un salarié, en général, vous avez tout dépensé. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui vous prête un peu quelque chose comme 1 million, 300 000, régler des problèmes de la fête au moins, et vous payez sur 10 mois, sur 15 mois, sur 20 mois. Okay. Donc vous avez une institution financière qui vous propose ces produits-là, naturellement, donc c'est cette institution financière-là qui va capter votre salaire. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Oboy Aboussal et Serigne Moubissal. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Comme vous savez, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Chaque semaine, nous recevons des personnalités compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour parler de leur parcours, de leurs échecs, de leurs réussites, pour soutirer les principes, les manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et je suis très excité de recevoir sur le cercle un camarade de parcours, un ami non d'art comme moi, et surtout un expert en finance islamique chargé de la conformité réglementaire d'une institution financière islamique de la place. Donc je vous sollicite et je vous demande de l'accueillir vivement sur le cercle. Donc bienvenue Monsieur Sohaibou Diop. Comment vas-tu? Bienvenue Sohaibou et qui nous a permis quand même de te saluer, mais aussi de te féliciter de cette belle initiative sur laquelle on t'encourage. Et nous prions en tout cas pour un excellent réussite dans ce domaine, dans ce que vous êtes en train de faire. Et j'en profite également pour saluer tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Merci. Merci. En tout cas, nous sommes honorés de vous avoir. On a un petit peu fait le même parcours, que ce soit l'école coranique, notre passage en Égypte, avant de terminer avec des études françaises et tout. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours pour les gens qui nous écoutent avant d'entrer dans le vif du sujet? Bon, c'est quand même, je pense, une question piège, mais nous allons quand même essayer de faire avec. Je pense que vous avez déjà bien décrit le parcours. Hein. Nous avons commencé donc, effectivement, né à Touba, déjà, d'une famille à la fois religieuse et commerçante. Il est voilà, tout à fait. Donc il est tout à fait naturel que notre destination première soit les Dara. Donc effectivement, nous avions fait l'école coranique et il n'était pas question dans cette famille de faire autre chose avant de maîtriser le Coran. Donc effectivement, j'ai pris ma part de la chose. Donc chose que j'ai faite en tout cas et que j'ai transcrit même le Coran plusieurs fois. J'ai aussi commencé à m'initier dans les sciences religieuses avant donc d'entamer un autre parcours qui était celui qui m'avait amené en Égypte, là où j'étais avec toi, effectivement, là où j'étais connu. Ouais. Et depuis lors, on est resté quand même des amis proches. Effectivement, ce parcours également à Égypte a beaucoup changé dans ma vie, m'a beaucoup inspiré, donné en tout cas de nouvelles orientations. Ce qui a fait que juste après ce parcours, après le baccalauréat en arabe bien sûr, j'ai pensé faire autre chose
Donc effectivement, je suis revenu au Sénégal, au Bercail, pour effectivement m'initier également dans la langue officielle de mon pays. C'est une chose qui était normale. Parce que quand on est dans un pays aussi, il faut apprendre à effectivement comprendre la langue officielle, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer avec effectivement sa population. Mais aussi pouvoir décrypter un tout petit peu ce qui se passe dans le pays, dans ce pays. Parce qu'effectivement, malheureusement, dans ce pays, tout est fait en français. Donc il faudrait faire avec. Là, on est en train de parler cette langue-là. Voilà, on a une autre langue qui nous est... Mais bon. Pour impacter tout le monde. Donc, tout à fait. Par obligation, pas par choix. Voilà, c'est exactement ce qui m'a fait changer un peu de parcours. Donc j'ai fait... mes études supérieures en français, en finance plus particulièrement, avant effectivement de continuer le reste en France, là où j'ai eu mon master. J'ai également eu un projet de faire ma thèse là-bas. Donc c'est par la suite que j'ai été recruté par une institution financière de la place pour venir effectivement dans un premier temps occuper la responsabilité d'un conseiller sur la conformité islamique, parce que c'est une banque islamique, effectivement, c'est la seule d'ailleurs banque islamique du Sénégal, donc je pense que je peux la nommer, pas de souci. Et par la suite, j'ai été chef de service conformité islamique, et jusque-là, je suis chef de service là-bas. Super. Donc, tu as fait ta thèse sur quel sujet? Sur la finance islamique? Je suis en train de le faire en sur la finance islamique. C'est en cours. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous définir de manière simplifiée ce que c'est que la finance islamique et ses principes? Oui, bon, en fait, comme son nom l'indique, et malheureusement, il y a des idées reçues au Sénégal, un peu même partout dans l'Afrique. Encore la finance islamique, c'est une finance sociale qui vous finance sans intérêt. Ce qui est d'une part vrai quand même, parce que c'est une finance qui vous finance sans intérêt. Mais c'est en fait la finance islamique, pour la définir, c'est un mécanisme d'intermédiation financière, mais qui est basé sur des principes de droit musulman. Donc, quand on parle d'intermédiation financière, effectivement, c'est une quête de rentabilité. Donc, en général, c'est une entreprise qui le fait. C'est une institution financière donc, qui finance des projets. En général, ça vise une rentabilité. Mais ce n'est pas une rentabilité de n'importe quelle manière. C'est pour ça qu'on parle de cet adjectif qualificatif islamique. Donc, effectivement, c'est une rentabilité conforme au principe de la finance islamique, au principe islamique tout court. Ça veut dire que vous pouvez faire votre intermédiation financière. Vous pouvez gagner même quelque chose en faisant cette intermédiation-là, mais vous n'avez pas le droit de la faire d'une manière qui n'est pas conforme. Donc, effectivement, à partir de ce moment, il faudra tout simplement comprendre quels sont les interdits en matière d'affaires dans le droit musulman et éviter ces interdits-là, vous êtes dans la finance islamique. Et quels sont ces interdits dans le droit musulman? Bon, les interdits, en général, on les cite en matière d'affaires. Parce que ce qu'on nous dit dans le droit musulman, toujours, en matière d'affaires, tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Et quand on vous annonce un principe comme ça, maintenant, c'est à vous de chercher quels sont les interdits. Bon, les interdits, on les cherche dans les références, dans les sources. La première des interdictions, le premier des interdits, c'est le riba. Bon, le riba, comme on le définit, mais le prêt à intérêt, c'est une forme de riba. Donc, il y a d'autres formes de riba, mais c'est une forme de riba et c'est la forme la plus connue. Il y a aussi la spéculation abusive. Il y a par exemple la tromperie ou l'ignorance, ou l'aléa tout simplement, ou l'ignorance. Il y a aussi l'investissement dans une activité illicite, qui n'est illicite dans le sens du droit musulman toujours. Il y a donc... Aujourd'hui, je pense que je vais parler de la spéculation abusive, effectivement, de la tromperie. Maintenant, malheureusement, quand on est dans la finance, le prêt à intérêt, ça fait partie, c'est même le produit phare des institutions financières, le prêt à intérêt. C'est le seul moyen d'intermédiation financière aujourd'hui que les institutions financières en général dans connaissent. Les banques conventionnelles, quoi. Oui, dans les institutions financières en général. Donc, quand elles font de l'intermédiation financière, en général, c'est des prêts à intérêt. Et on nous dit que ça, c'est interdit. Vous voulez faire de la finance islamique, donc effectivement, c'est là toute la question même qu'il faudra se poser. C'est là même tout le sens même de la finance islamique. Comment faire pour faire notre intermédiation financière tout en évitant de faire des prêts sans intérêt, de faire des prêts avec de l'intérêt. Parce que le prêt avec de l'intérêt, c'est interdit. À partir de ce moment, effectivement, se pose la question effectivement de votre ingénierie financière
qui devrait vous guider à innover, à inventer des produits qui vous permettent tout simplement de faire votre intermédiation, de gagner quelque chose et de respecter la conformité islamique dans tout ce que vous faites. Donc quand on dit la conformité islamique, c'est par rapport à l'éthique musulmane, morale musulmane et aussi le droit musulman. Oui. Par exemple, la spéculation financière fait partie parmi les interdictions. Donc on peut supposer que tout ce qui tourne autour de paris, de bourses financières, c'est interdit par le droit musulman. D'investissement ou comment ça marche? Pas nécessairement. En fait, okay. c'est ça. C'est un sujet un peu sensible, enfin un peu complexe, okay. Effectivement, parce que quand on parle de l'éthique, éthique et droit, c'est deux choses différentes. Okay. Quelque chose peut être éthique, mais du point de vue de droit, peut ne pas être interdit. Okay. Vous voyez un peu. Donc, je donne l'exemple. On cite souvent, par exemple, un bénéfice à 100%. Ouais. Vous, en fait, posez la question aux Sénégalais, ils vont vous dire que c'est interdit. Ouais. Il n'y a rien qui l'interdit dans le droit. Okay. Dans le droit musulman, je veux dire. Okay. Dans le droit également positif, il n'y a rien qui l'interdit. Okay. En fait, mais ça peut ne pas être conforme à l'éthique musulmane qui voudrait effectivement que vous faites la promotion de la solidarité entre vous. Donc, fixer des bénéfices à plus de 100%, ça peut être quand même excessif. Mais du point de vue droit, tant qu'il n'y a pas de tromperie là-dessus, tant que effectivement vous respectez les règles d'art, il n'y a rien qui vous l'interdit. Et donc, c'est ça. Donc, dans tout ce qui se passe dans les bourses, dans les marchés financiers, dans les institutions financières, donc il y a juste ces éléments de filtrage qu'il faudrait effectuer pour éviter les interdits. Tant que vous évitez les interdits, vous êtes dans ce qui est autorisé. Okay. Donc, effectivement, dans les bourses, vous pouvez intervenir avec des instruments qui sont tout à fait conformes au principe de la finance islamique. Okay. Dans les marchés financiers, vous pouvez le faire. Dans les marchés monétaires même, là où c'est encore plus compliqué, vous pouvez le faire. Dans les institutions financières, aujourd'hui, il y a des banques islamiques, effectivement, qui florissent, qui prennent de plus en plus de l'ampleur et qui effectivement respectent les principes de la finance islamique. Donc c'est un peu complexe, mais la question qui se pose, c'est tout simplement de mieux comprendre ce qui nous interdit en matière d'affaires. Et ça, donc, c'est dans le droit musulman qu'il faudrait aller les chercher. Okay. Et dans le droit musulman, il y a une partie qui parle de droit musulman des affaires. Et dans cette partie qui est vraiment une composante importante des corpus de droit, vous avez un chapitre qui vous parle de toutes ces règles relatives au commerce, aux ventes. Et c'est même en général ce chapitre-là qui est la déclinaison même de la finance islamique. La finance islamique puise ses sources dans ce chapitre qui traite des ventes, des commerces et des achats dans le droit musulman. Donc pour les gens qui ne comprennent pas, est-ce que tu peux nous donner la différence entre la charia et le droit musulman? J'imagine qu'il y a une différence. Oui, il y a une différence. En fait, la charia, c'est la loi divine. Je pense que je ne vous en fais rien. Donc la loi divine, c'est en tout cas je dirais cet idéal vers lequel tendent toutes ces religions qui se sont passées ici. Et donc c'est normalement quelque chose qui est figé. Là, parce que la loi divine ne peut pas être quelque chose qui change de tous les jours. Ouais. Maintenant, le droit musulman, c'est la science qui nous enseigne la loi divine. C'est quand même différent. En fait, quand vous êtes dans les sciences, ça fait objet d'interprétation. Oh oui. Et les avis peuvent diverger là-dessus. Ouais. Alors que la loi divine n'est pas quelque chose sur laquelle en fait, on peut spéculer, on peut interpréter. En fait, la science permet cela. Mais la loi, elle est figée. Elle est figée. Donc, à partir de ce moment, puisque ce n'est pas quelque chose qui est dynamique, à partir de ce moment, donc, effectivement, il y a des techniques qui nous permettent peut-être de comprendre ces lois. C'est en fait cette loi-là, cette loi divine, appelée charia. Et c'est ces techniques-là, le droit musulman. En fait, c'est une science qui, effectivement, dans laquelle les avis divergent, mais la science vise tout simplement à faire comprendre la loi divine. Donc, c'est deux choses différentes. Maintenant, quand on est dans le droit, on est vraiment dans une science purement juridique, qui est composée de plusieurs éléments, mais la composition la plus essentielle
que nous citons très souvent. C'est ces deux parties qui la composent, qui composent cette science. Les règles cultuelles, ou bien le droit musulman cultuel, tout simplement. C'est là où on apprend toutes ces règles qui régissent l'activité cultuelle. Okay. L'activité cultuelle, c'est-à-dire l'adoration et tout ce qui va avec. La prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, ainsi de suite. Il y a une autre partie, maintenant, qui parle de droit musulman des affaires. Et là, on parle d'affaires. Okay. Et là, dans cette partie, vous avez, par exemple, le droit musulman de la famille. Effectivement, où il y a des règles qui régissent même la vie familiale d'un musulman. Partant des fiançailles jusqu'au divorce. Vous voyez un peu. Donc les fiançailles, le mariage et ses effets, notamment la pension alimentaire, effectivement. Et maintenant, il y a un autre chapitre qui traite du droit commercial. Et dans ce droit commercial, maintenant, on a les sources même de la finance islamique. Vous voyez un peu cette nuance qu'il y a entre la charia et le droit musulman. Donc, en résumé, en fait, la finance islamique, c'est l'ensemble des processus qui, au-delà des interdictions, sont acceptés éthiquement et moralement par le droit musulman. Oui, en quelque sorte. Oui, des processus financiers. Si vous avez été financier, vous avez une bonne définition. Oui. C'est ça. Donc, super. Et il faut reconnaître que aussi dans l'islam, les divergences des opinions sont acceptées dans l'islam. Donc, l'interprétation n'est pas quelque chose qui est prohibé, en fait. Non, du tout. Pas du tout, ouais. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les mécanismes de financement de la finance islamique? Oui, en fait, une très bonne question. Là, je pense que c'est ça qui nous permet même d'entrer dans le vif du sujet comme vous le faites, comme vous l'avez bien annoncé. J'allais quand même dire, avant de répondre à la question, que effectivement, étant un musulman, on est censé comprendre quels sont les principes financiers qui nous... Parce que dans tout ce qu'on fait, effectivement, c'est ça même un peu le challenge. Dans tout ce qu'on fait, la religion ne nous quitte pas. Malheureusement, heureusement, c'est la réalité. Donc, quand vous êtes dans l'adoration, vous êtes dans la religion, mais ce n'est pas parce que quand vous êtes au marché, quand vous voulez mettre en place une entreprise, la religion vous quitte et on vous laisse maintenant avec vous-même. Donc, quand vous créez votre entreprise, vous êtes obligé également d'observer ces règles-là religieuses. Quand vous êtes au marché, même entre commerçant et son client, il y a des règles qui s'appliquent. Vous voyez un peu. Maintenant, quand vous voulez faire également de l'intermédiation financière, effectivement, il y a des règles qui vont s'appliquer. Tout à l'heure, dans l'entame de mes propos, j'avais dit que le prêt à intérêt est une interdiction. Ça, c'est une forme de riba. Tous les gens qui prennent c'est une forme de riba. Et quand on annonce cela comme principe, on va tout simplement nous dire que vous ne pouvez pas faire de la banque. Parce que le produit phare des banques aujourd'hui, c'est ça. Le produit phare des institutions financières, c'est ça. Alors, comment vous voulez faire de la finance islamique alors que le prêt à intérêt, d'office, vous est interdit? Je pense que c'est quand même une question piège. Une question piège. Mais c'est tout à fait possible. Et je pense même que d'ailleurs, c'est ça qui fait même l'originalité de la finance islamique. Parce qu'effectivement, à partir de ce moment, vous n'êtes pas là pour faire des pertes. Alors, et vous êtes là aussi pour éviter les interdits. Et le produit phare des banques vous est interdit. À partir de ce moment, il y a beaucoup de questions que vous devez vous-même vous poser pour pouvoir tout simplement mener votre activité de manière saine. Maintenant, étant une banque islamique, pour répondre maintenant directement à la question, on me sollicite pour un financement. Quelqu'un me sollicite pour X millions pour financer son projet. Moi, je ne peux pas lui donner X millions avec un taux d'intérêt. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est de me poser maintenant la question de savoir quelle est l'utilisation de ces fonds. Et voir à partir de ce moment, avec quel produit je pourrais entrer dans le business et gagner quelque chose. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, l'intermédiation financière, c'est quoi? C'est de collecter des ressources quelque part et de les
de distribuer des financements. C'est-à-dire que j'ai déjà des ressources à ma possession. Je vais maintenant les utiliser pour financer des projets. Et gagner quelque chose. Donc, je ne suis pas obligé, de passer par du prêt à intérêt pour faire cela. Donc, il y a d'autres moyens de faire donc, ce business-là. Aujourd'hui, je peux passer par des instruments de vente. Quelqu'un me sollicite pour X millions pour acheter quelque chose. Donc, l'objectif du financement, c'est l'acquisition d'un bien. Donc, moi, je vais donc me positionner dans le deal comme un commerçant. Je vais moi-même m'acquérir le bien et ensuite revendre le bien à un prix supérieur. Avec un taux de profit. Tout à fait. Une marge de profit. C'est que tout commerçant gagne dans ce qu'il fait. Pour anticiper à la question qui va suivre, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Je vais faire l'avocat du diable. Tout à fait, parce que c'est la question naturellement qui se pose. Aujourd'hui, si vous me sollicitez pour 10 millions, je vais dire n'importe quoi. Je vous dis, bon, je vous donne 10 millions avec un taux d'intérêt de 10%. Vous allez devoir me rembourser 11 millions. Je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous faites avec les 10 millions. Je vais acheter un véhicule. J'achète moi le véhicule et je vous le vends à 11 millions. C'est la banque qui l'achète. Payable à terme, oui. Donc, c'est assuré aussi par la banque. Oui. J'achète et je revends. Vous allez me dire, in fine, dans les deux opérations, vous gagnez 1 million. 11 millions ici, 11 millions ici, c'est quoi la différence? La différence est fondamentale. Ici, c'est un contrat de prêt. Quand vous êtes juriste, vous pouvez comprendre cela. Et là, on est dans un contrat de vente. Et les obligations, c'est différent. Les obligations sont différentes. Quand je suis dans un contrat de prêt, je suis dans un contrat de prêt. Donc, ma relation avec mon client, c'est vraiment une relation de prêt, tout simplement. Quand je suis dans un contrat de vente, ma relation avec mon client, c'est que je suis un vendeur. Donc, il y a beaucoup d'obligations, effectivement, qui vont s'appliquer sur le vendeur. Maintenant, en termes de gain, c'est la même chose. Je gagne la même chose. Et il n'y a rien qui m'interdit de faire une activité pour gagner quelque chose. C'est la forme qui diffère. Oui, mais ce qui m'interdit, c'est le riba. Ce qui est différent du bénéfice. Donc, le bénéfice, je peux faire du commerce et gagner même plus que ce que quelqu'un qui pratique le riba gagne. À partir de ce moment, le praticien du riba fait un péché, par exemple. Moi, je comprends. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que je m'attarde à ces explications. Parce que je sais qu'effectivement, c'est des questions naturellement qui se posent. Ils vont nous dire que c'est quoi la différence? La différence, elle est fondamentale et c'est ça. Donc, un contrat de prêt est par nature différent d'un contrat de vente. Maintenant, si il s'avère que ma relation, c'est-à-dire mon client, son besoin, ce n'est pas d'acquérir un bien, mais c'est tout simplement de pouvoir, en tout cas, posséder dans le temps un bien qu'il utilise, mais qu'il ne va pas être, en fait, il ne va pas être propriétaire du bien. Là aussi, je peux me positionner en tant que locataire, mais en tant que bailleur plutôt. J'achète le bien que je vais donner ce bien-là en location. Vous allez me dire que ça, c'est similaire d'un crédit bail, c'est différent aussi. Les responsabilités diffèrent. Quand je suis dans un contrat de location, je suis bailleur, le bien m'appartient. Je dois l'assurer. Je dois assurer également la mise à disposition du bien. Tant que le bien fonctionne, j'ai droit à des loyers, mais si le bien cesse de fonctionner, on ne me paye plus de loyer. Ça, c'est selon la finance islamique. Oui, dans un crédit bail. Mais selon la banque conventionnelle, quelle est la différence? Oui, dans un crédit bail, par exemple, une fois que le financement est dénoué, vous êtes obligé de payer Et aussi, le bien n'est pas assuré par la banque. Le bien peut être assuré. Mais même si le bien n'existe plus, vous allez devoir payer quand même le reste du financement. Je vois. Alors qu'ici, c'est comme si je vous loue une maison. Si, par malheur, la maison s'est détruite, vous allez pas continuer à me payer des loyers, c'est normal. Parce que le bien n'est plus opérationnel. Oui, parce que l'usufruit que je vous vendais n'existe plus. Et là, un contrat de location, c'est juste un contrat de vente d'usufruit. Je vous vends un usufruit. Pareil aussi, donc ça, c'est un autre instrument de financement. Je suis en train de lister les financements en donnant des exemples. J'ai déjà donné l'exemple d'un contrat de vente. Donc, c'est un contrat que les banques islamiques aujourd'hui utilisent. En tout cas, qu'ils utilisent beaucoup même d'ailleurs, c'est la vente à Mourabara. Est-ce que tu peux développer juste les techniques de vente du genre? Quels sont les types de ventes qui sont acceptés par la finance islamique avant qu'on continue sur les autres types de financement?
Oui, les types de vente, naturellement, en fait, il y a 4 types de ventes qui existent. Ce n'est pas seulement en finance islamique, mais dans la pratique, c'est ce qui existe. Ok. Vous pouvez avoir une vente à profit déclaré. Je cite ce premier exemple parce que c'est le type de vente le plus utilisé en finance islamique. Okay. La vente à profit déclaré, c'est une vente murabaha. Murabaha, oui. Bon, ce que vous connaissez. Donc, c'est ça. C'est lorsque le vendeur communique son prix de revient et sa marge bénéficiaire. Vous êtes au marché, vous voulez acheter un portable. Bon, je dirais iPhone 11. Pour les filles. Moi, je ne suis pas trop branché, mais je connais quand même que iPhone, c'est une marque top, quoi. Vous voulez acheter en fait un téléphone, un portable. Le vendeur vous dit, ce portable-là, moi, je l'ai acheté à, disons, 300 000 ans. Je ne sais pas si c'est le prix d'iPhone ou pas. On demande les filles, moi, je ne sais pas. Le vendeur vous dit, je l'ai acheté à 300 000, mais je le vends à 350 000. Okay. Donc, je veux avoir une marge de 50 000. Là, on est dans une vente de murabaha. Et toutes les deux parties tombent d'accord sur la marge. Sur le prix et la marge. Ce type de vente existe. Okay. Maintenant, les modalités de paiement, c'est autre chose. Une fois que la vente est conclue, vous pouvez fixer vous-même les modalités de paiement. Okay. Le vendeur peut vous dire, moi, je vends mon truc à 350 000. Il ne vous communique pas de prix de revient. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vente à négociation libre. Okay. Moi, je pense que pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, c'est Bay' al-Musawama. Le premier type de vente, c'est Bay' al-Murabaha. Je pense que vous avez oublié tout ce que vous avez appris. J'ai oublié tout ça. Maintenant, le troisième type, c'est une vente à perte. Okay. Bon, ça aussi, on le connaît dans le marché, notamment dans les périodes des soldes et tout ça. Okay. On vous dit, j'accepte une perte de 70%. Je fais une réduction de tant de pourcents. Ça, c'est en général des ventes à perte ou des ventes au pair. Okay. Une vente à perte, c'est on le va dire aussi, vous connaissez. Ça, c'est le troisième type de vente qui existe. Le quatrième type de vente, c'est une vente au pair. C'est-à-dire une vente au prix coûtant. J'ai acheté à 300 000, je vends à 300 000. Pas de bénéfice. Oui. Ouais. Une vente à perte, donc j'accepte de perdre sur le prix de revient. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas imaginer un cinquième type de vente. Ouais, c'est vrai. Même dans la pratique. Même dans la pratique, ouais, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il y a peut-être en fait, la légère différence qu'il peut y avoir dans le droit musulman et dans la pratique courante, c'est tout simplement dans le droit musulman, il y a aussi des conditions de validité d'une vente. Donc, parmi les conditions de validité d'une vente, effectivement, il y a d'abord la connaissance du bien et la connaissance du prix. Ça, c'est important. Okay. Il y a aussi l'objet même de vente qui doit être utile. Et doit être licite aussi. Okay. Le consentement des parties. Donc, il y a tout à fait des conditions de validité qui sont listées et qui font que quand on les respecte, quel que soit le type de vente qu'on applique, on est bien. Donc, quand on est dans le premier type qui était la vente avec profit déclaré, à profit déclaré, donc si je respecte ces principes-là, donc le bien est licite, ça veut dire que dans la finance islamique, vous ne pouvez pas financer un bien qui n'est pas licite. Ça veut dire que vous ne pouvez pas investir dans une activité illicite. Une fois que le bien est licite et qu'il y a un consentement entre les parties et que le prix de revient de la banque sur le bien est communiqué, la marge bénéficiaire de la banque est communiquée et le client est d'accord là-dessus, donc c'est une vente qui est conclue et qui respecte également les principes de conformité. Okay. Maintenant, la banque, faisant cela, il va tout simplement maintenant vous fixer des modalités de paiement différées. Okay. Parce que l'intérêt pour vous d'aller voir une banque, c'est d'avoir cette possibilité de payer en plusieurs tranches. Donc, si vous avez de la liquidité avec vous, donc vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que j'ai acheté de X et je vous vends à X plus 1. Donc, vous allez tout simplement acheter à X. Ouais. Donc, vous n'avez pas supporté ces charges de plus. Voilà. Donc, de ce fait, la banque aussi, en faisant ce type de vente, il vous accorde tout simplement un délai de paiement. Ouais. Qui fait qu'effectivement, vous aussi, vous gagnez dans l'opération. Parce que vous pouvez satisfaire votre besoin immédiat et ne pas décaisser tout de suite le prix. Ouais. Et c'est ça, peut-être, ce que le commerçant vous garantit parfois, en vous vendant le bien plus cher que ce qu'il aurait dû coûter en temps normal. En temps normal. Parce que le bien aurait peut-être dû coûter quelque chose qui est inférieur, mais puisque vous... Le paiement est échelonné. Voilà, exactement. Et ça, vous le voyez quand même dans le marché
de manière Donc, même fréquente. On a parlé de Mourabaha, c'est le premier mécanisme de financement. On a parlé de Ijara, Crédit Bail. Quels sont les deux autres types? Ou bien les autres mécanismes? Les autres types, oui. Parce que les 4 catégories que je vais citer tout à l'heure, c'est des catégories de vente. De vente, ça, ouais. Donc, en général, dans les catégories de vente, les banques islamiques utilisent la vente à profit déclaré. C'est celle qui est plus similaire à l'activité bancaire. Ok. L'Ijara aussi, on l'utilise parce qu'effectivement, la demande est là, la demande de crédit bail est là. Et parfois, les gens, quand ils veulent être conformes dans leur choix de financement, donc ils veulent qu'on leur propose des instruments financiers islamiques qui sont conformes. Donc, on peut avoir aussi, ça, ce sont des produits commerciaux. Commerciaux, ok. Des produits sur lesquels la banque peut déjà préfixer son bénéfice. Ok. Parce que c'est possible, en fait, de faire une opération et de savoir combien je gagne dans l'opération. Et la banque a besoin parfois de cela. Une étude financière. Oui, en fait. Ou bien de vendre tout simplement un truc, un produit, et de fixer son bénéfice. À partir de ce moment, il y a une relation de crédit qui entre moi et mon client. Et maintenant, je vais suivre, comme toute banque, c'est-à-dire je peux demander des garanties et m'assurer à ce que effectivement le client me paye, parce que c'est une relation de crédit. Une fois que l'opération de vente est dénouée, mon client me doit quelque chose, donc je dois m'assurer à ce que le client pourrait me payer. Quand je fais une opération d'Ijara aussi, je précalcule ce que je gagne sur l'opération, parce que je sais que le contrat dure sur X années, bien sûr, voilà, donc sur X années, donc j'ai droit à des loyers, et tant que le bien existe, on me verse ces loyers-là. Donc, in fine, je peux savoir combien je gagne dans l'opération. Si. Je peux avoir aussi d'autres types d'intermédiation, d'autres types d'instruments financiers. Un client qui me sollicite, je vais donner un exemple, pour construire une maison. Je me positionne maintenant dans l'opération comme un entrepreneur. La banque lui dit, écoute, je te construis la maison moi-même. On conclut le marché. Je vous fixe mon prix. Donc la banque fixe le prix en connaissance de cause. Sachant que cette maison-là, normalement, si moi j'ai de la liquidité, 50 millions, je pourrais la construire. Le client me sollicite pour un financement de 10 ans pour la construction d'une maison. Donc je vais lui dire, écoutez, moi je vous le vends à 70 millions. Je peux vous construire la maison payable sur 10 ans, mais à 70 millions par exemple. Et vous tombez d'accord? On tombe d'accord, on signe le contrat. À partir de ce moment, la banque sous-traite le marché à un autre entrepreneur et paye le prix immédiat. L'entrepreneur construit maintenant pour la banque. La banque paye le prix et par la suite, la banque livre la maison à son client qui était demandeur de la maison et qui paye maintenant sur une durée. Vous voyez un peu le truc. On gagne sur l'opération 20 millions, tel que cité tout à l'heure. C'était un exemple. Et je gagne d'une manière... Cette méthode est carrément différente de la méthode conventionnelle des banques. Non, la méthode conventionnelle, il n'y a qu'un seul moyen d'intermédiation. Parce que c'est plus simple. Je vous donne 50 millions, vous me donnez 10%, et puis voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la finance islamique, c'est avant tout l'ingénierie financière. Il faut que d'abord je comprenne le business de mon client. Non pas pour jauger sa solvabilité, mais c'est aussi pour voir quel est le produit qui est adapté. Et c'est différent. En général, une banque conventionnelle, la seule préoccupation qu'elle a, c'est est-ce que le client peut me payer? Est-ce que le projet est solvable? La banque islamique, c'est en plus de la solvabilité, est-ce que ce projet-là est adapté par rapport à mon business? Super. Donc du coup, la construction, c'est un contrat d'istisna qu'on va faire. Et donc il y a d'autres types de contrats. Ça, ce sont des produits commerciaux. Maintenant, on a aussi un autre lot, c'est des produits participatifs. Musharaka. Oui, et Mudaraba aussi. À partir de ce moment, c'est pour cette raison que certains l'appellent même la finance islamique une finance participative. Mais ce n'est pas tout à fait une finance participative. Ça peut être participatif, mais ça peut ne pas être participatif. Quand je suis dans une opération de vente, je ne participe pas au risque de mon client. Mais quand je suis dans une opération participative, par exemple, je suis dans la Mudaraba, je finance le projet et le porteur du projet fait le travail. Et quand il y a des bénéfices, on va se les partager. Quand il y a des pertes, moi, le financier, je perds mon capital. Vous voyez un peu. Vous me présentez un projet qui me semble intéressant. Je vous dis, je le finance.
Maintenant, vous faites le travail. Si vous avez des bénéfices, on se les partage. Je peux prendre 50% des bénéfices, vous prenez les 50%, je prends 40%. Ça, c'est un type de financement qui est très connu dans l'économie sénégalaise. Et les pertes aussi sont partagées? Non, les pertes, enfin, il n'y a qu'un seul pourvoyeur de capital. C'est le financier. C'est lui donc qui perd le capital. Mais vous, le porteur du projet, vous allez perdre parce que vous avez travaillé sur un projet pendant plusieurs mois ou plusieurs années et vous n'avez rien gagné. Voyez un peu, ça c'est un peu plus risqué pour une institution financière de faire ce type de financement. Mais c'est un type de financement qui existe également dans la finance islamique. C'est-à-dire je finance votre projet carrément. Et si par malheur vous perdez, donc je perds mes fonds. Mais si vous gagnez dans le projet, on va se partager les bénéfices. Voyez un peu. Je vois. Donc ça, c'est un mécanisme participatif. Il y a aussi la musharaka. Dans la musharaka, tout le monde perd. Parce que vous apportez du capital, moi j'en apporte. Et vous faites le travail, je supervise. Et donc effectivement, quand vous gagnez, on se partage les bénéfices. Mais quand on perd aussi, chacun perd proportionnellement à son apport. Super. Donc il y en a d'autres, mais bon, je pense qu'on peut se limiter sur les 4 là. Maintenant, comment vérifie-t-on la conformité réglementaire islamique des banques islamiques par rapport à la banque conventionnelle? Comment ça se passe d'habitude? Oui, bon, ça aussi ça fait partie des questions complexes. Hein? Mais on va essayer de trouver les moyens pour expliquer ça aux profanes. En fait, la conformité, pour une banque, la conformité réglementaire et la conformité islamique est différente. C'est deux choses différentes. En fait, mais d'abord, il faut comprendre qu'une banque, pour exercer dans une zone, il faut avoir l'agrément en général de la Banque centrale. Si c'est notre zone IOMA, donc c'est la Banque centrale, la BCEAO qui est là. Donc la BCEAO qui vous donne d'abord l'agrément. Même pour une banque islamique, c'est la BCEAO qui vous donne l'agrément. Il faut d'abord être agréé pour pouvoir exercer. Et la banque centrale qui vous agrée vous fixe également les types d'opérations que vous avez le droit de faire. Voyez un peu. Donc pour la finance islamique, la banque centrale aussi a fixé des techniques financières, des techniques d'intermédiation financière que les banques islamiques peuvent faire. Mais la Banque centrale n'est pas experte dans le domaine de la finance. Tout à fait, mais elle se fait assister par des experts. Effectivement, c'est la seule institution, bien le seul organe, en tout cas, qui est habilité à donner des agréments pour l'exercice d'une banque. Donc aujourd'hui, si vous voulez créer une banque dans la zone UEMOA, c'est la Banque centrale qui vous agrée. Donc c'est pour ça qu'à partir de 2018, la Banque centrale avait déjà publié des instructions pour la finance islamique. Fixant effectivement les règles de gouvernance applicables à la finance islamique, aux banques islamiques et aux microfinances islamiques, fixant également les techniques d'intermédiation de ces dernières. Les techniques d'intermédiation, donc tous ces produits-là que nous avions cités tout à l'heure, vous pouvez les trouver dans ces instructions de la BCEAO. La BCEAO aussi avait, dans ses instructions, fixé l'obligation. En fait, il avait tout simplement statuer sur l'obligation pour toute banque islamique ou bien toute institution de microfinance islamique de mettre en place ce qu'on appelle un comité charia, un Sharia board. Qui va superviser maintenant les activités de ces banques-là pour s'assurer de la conformité de ce qu'ils font par rapport à au principe de la finance islamique. Ce qui fait que si vous êtes aujourd'hui une banque islamique ou une institution financière islamique qui n'est pas conforme au principe, il y a des sanctions qui vous attendent. Donc de la part de la BCEAO qui donne mandat à ces comités charia de pouvoir appliquer les sanctions. Donc ces comités charia effectivement sont au niveau des banques. Bon, ce sont des membres indépendants qui effectivement c'est un peu à l'image des conseils d'administration que vous connaissez, qui se réunissent pour voir effectivement des contrôles. Maintenant, les banques aussi intègrent dans leur dispositif donc une fonction de conformité islamique en général pour pouvoir s'assurer de la conformité des opérations au quotidien par rapport aux recommandations du comité charia. Maintenant, la conformité réglementaire, c'est autre chose. C'est la conformité par rapport à la réglementation bancaire. Maintenant, la réglementation bancaire intègre les principes de la finance islamique. Donc c'est une branche en fait de la conformité réglementaire conventionnelle. Oui. Mais en général, on l'appelle conformité islamique et l'autre conformité, on l'appelle conformité réglementaire pour faire la distinction. Donc, imagine, si on a un nouveau sujet, par exemple, là, on parle de Bitcoin, on parle de monnaie virtuelle. Ce sont des sujets qui sont vraiment récents et qu'on ne trouve pas forcément dans le droit musulman. Maintenant, comment vous
vous intégrez en fait ces nouveautés dans la finance islamique? C'est une question très pertinente. En fait, des sujets même aujourd'hui sur la table des discussions. Okay. Est-ce que le Bitcoin est accepté? Est-ce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, en tout cas les crypto-monnaies en général, il y a un débat juridique là-dessus. Hein. Il y a des jurisconsultes qui l'admettent, d'autres qui refutent carrément, en tout cas, leur utilisation. Mais ça dépend, je pense, des cultures. Voilà. Après, tout dépend de sur quoi ces instruments sont adossés. Okay. Parce qu'un instrument de paiement aussi, c'est un instrument très sensible en matière de droit musulman. Parce que c'est un sujet de riba. Okay. Puisque c'est un sujet de riba, donc il y a des débats. Il faudrait comprendre même la quintessence de toutes ces choses-là. La quintessence. Et puis, par la suite, voir en quoi ils sont adossés. Parce qu'en général, les instruments de paiement sont adossés à de l'or ou à de l'argent. Oui. En général, c'est comme réserve, quoi. Tout à fait. Maintenant, les bitcoins sont adossés à quoi? Après, c'est des questions sur lesquelles on doit trancher pour pouvoir effectivement... Maintenant, mais dans tous les cas, si aujourd'hui la question nous est posée, ça va être le rôle des Sharia board, effectivement, est statué. Dans toute banque, vous avez un comité Sharia qui vont tout simplement statuer, se poser toutes les questions pertinentes et effectivement de donner une réponse par rapport au sujet. Super. Maintenant, sur quel levier basez-vous pour faire de la finance sociale? Parce que j'imagine que dans l'islam, on parle de zakat, on parle d'awaqf. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites de la finance sociale? Oui, ça c'est très important comme sujet. En fait, depuis tout à l'heure, on parlait de la finance islamique. Ouais. Et dès le début, j'avais dit que quand on en parle en général, au Sénégal, les gens pensent à la finance sociale. Cette finance qui est là, qui nous finance sans intérêt, qui nous donne de l'argent pour financer nos projets sans intérêt. Ça, c'est pas l'affaire des banques. Oui, ça, c'est pas l'affaire des banques. Une banque, elle est là avant tout pour chercher de la rentabilité. Okay. Dans les banques, on ne fait pas de la finance sociale. Bon, ou bien si on en fait, c'est juste quelque part on essaie de gagner autre chose. Par exemple. Alors vous êtes des capitalistes? Oui, non. Enfin, être capitaliste n'est pas interdit. Ça, il faut aussi que ça soit clair. Maintenant, pour faire de la finance sociale, en général, il y a des instruments. Mais la finance sociale, c'est plutôt en fait de la macroéconomie. Okay. Et les banques sont en général dans le micro. C'est vrai que ça a des impacts macro, mais en général, ils sont dans le micro. Maintenant, dans la finance sociale, vous avez énoncé tout à l'heure la zakat. C'est un instrument formidable, mais c'est l'affaire des États, malheureusement, des gouvernements. C'est pas géré par les banques. Non. Les banques peuvent donner leur zakat comme tout le monde, parce que c'est une entreprise légalement constituée, qui est une personne donc morale, qui doit, sur ses bénéfices, donner de la zakat. Comme vous, sur l'année, sur votre compte bancaire, vous devez quand même sortir de votre zakat. Hein? Voilà, donc il y a aussi un autre instrument qui vient compléter la zakat, c'est le waqf. Donc c'est des leviers quand même phares. C'est quoi le waqf pour les gens qui nous écoutent? Le waqf, c'est une aumône continue. Okay. En fait, une aumône, on le connaît. C'est tout simplement de donner à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, de donner une aumône. Une charité, si vous voulez. Maintenant, une aumône continue, c'est quand vous immobilisez des ressources qui vous appartiennent au service de la communauté ou au service d'une partie de la communauté, et donc pendant plusieurs années ou de manière éternelle. Okay. Par exemple, vous construisez une maison, vous dites que cette maison-là, je vais la mettre en location, et les revenus locatifs qui viennent de cette maison, je vais les injecter par exemple dans les hôpitaux. Okay. Je vais l'utiliser pour sortir des enfants de la rue. Je vais les utiliser pour le financement des daara, par exemple, pour le financement des écoles, pour le financement d'un segment qui vous touche au cœur, ou bien d'un segment tout simplement sur lequel il y a une utilité donc communautaire. Donc vous pouvez également le faire dans plusieurs domaines. En fait, dans tous les domaines d'ailleurs. Dans le domaine des transports, vous pouvez quand même acheter des bus. Et que ces bus-là, je les donne en waqf. C'est-à-dire tout ce qui sort de ces bus en termes de revenus, je vais les utiliser pour les écoles. Ouais. C'est d'ailleurs l'exemple de Serigne Mourtada avec sa ligne de transport à Lazare. Donc c'était uniquement dédié au financement de ces écoles arabes qui étaient là. C'est l'école à Lazare que vous connaissez. Ouais. Le premier exemple que j'ai donné également avec la construction de maisons, c'est l'exemple de Serigne Abbas Sall, en tout cas les disciples de Serigne Abbas Sall, qui ont construit un formidable immeuble ici à l'avenue Bourguiba, qui peut générer des millions le mois. Ils vont dire qu'effectivement, tout ce qui sort de ces immeubles-là, c'est pour les daara, par exemple. Okay. Vous pouvez le faire pour les gens qui ont des difficultés d'accès aux soins médicaux, par exemple. Vous pouvez le faire pour n'importe quel type de personne que vous voulez. Immobiliser une partie de vos ressources pour dire que ça, je vais les utiliser pour
X ou Y raison. C'est d'ailleurs un levier qui a beaucoup participé au développement des pays du Golfe. Aujourd'hui, la plupart des immeubles que vous voyez dans les pays du Golfe, c'est des immeubles waqf. Okay. Et vous, même en Égypte, vous avez ça. Et quand c'est la famille de tel qui donne waqf cet immeuble, ça veut dire que les revenus locatifs de cet immeuble ne bénéficient plus à cette famille-là, mais bénéficient à une catégorie de personnes bien ciblées ou bien à la communauté tout entière. Donc ça, à côté de la zakat, vous avez 2 puissants leviers pour le développement économique d'un pays même. Parce que la zakat, c'est 2,5% de vos revenus. Imaginez si au Sénégal, chacun sortait 2,5% de ses revenus chaque année pour l'employabilité des jeunes. Ce qui peut être un bon sujet pour un politicien. Donc aujourd'hui, c'est un levier qui peut vraiment aider à éradiquer rapidement le chômage. La pauvreté aussi. Moi-même, j'ai effectivement la pauvreté. Je vais même dire à l'époque qu'il fallait réfléchir sur le mécanisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est un levier qui vous permet chaque année de réduire le nombre de demandeurs et d'accroître les ressources. Parce que je pense que la République islamique d'Iran, ils ont fait pareil. Je lisais un article sur ça, mais là-bas, en fait, les zakats, les waqf sont tirés à la source, en fait. Oui, ça peut être un choix. En fait, de toutes les façons, ça doit se faire comme ça. Mais ça peut être un choix. Mais aujourd'hui, si on collectait effectivement tous ces zakats-là, essayer de les mobiliser quelque part, et que donc qu'il y ait un engouement social autour. Bon, pour la waqf, ça a commencé. Pour les waqf, il y a déjà la haute autorité de waqf qui a été créée par l'État du Sénégal pour effectivement centraliser un peu ces initiatives nobles-là qui permettent de... Mais pour la zakat, ça reste quand même. Si aujourd'hui, 2,5% des ressources de tous les Sénégalais étaient mobilisées quelque part, ça pourrait quand même servir à faire. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous avez, sur la base des zakats, 2 milliards, vous ne faites que financer des projets. Par exemple, des gens qui portent des projets, mais qui n'ont pas de fonds pour leur projet. Et qui sont dans la pauvreté. Si vous financez ces gens-là et que vous les suivez en termes d'expertise, et que vous faites tout pour que ces gens-là rentabilisent ces fonds-là, normalement, à la fin de l'année, eux aussi, ils vont participer, ils vont donner de la zakat. Ça veut dire que les ressources vont s'accroître et les demandeurs vont diminuer. Parce que ces parties-là que vous avez financées l'année passée ne font plus partie de ceux qui vont demander la zakat. Vous voyez un peu, parce que vous avez déjà réglé le problème de ces gens-là. Et vous avez, en réglant le problème de ces gens-là, vous avez augmenté créé une la capacité financière. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est un bon levier. Il y a des pays qui ont tenté l'expérience et ça a beaucoup marché. Mais vous, à votre niveau, est-ce que vous faites de la finance sociale? Est-ce que ça vous arrive de faire un prêt ou bien, de donner, en fait, de faire un contrat de vente à pair, par exemple, ou bien de financer sans attendre un taux de profit derrière? Oui. En fait, c'est ce qu'on appelle la seule possibilité de faire un prêt en droit musulman, c'est de faire du prêt sans intérêt. Un prêt ne peut pas être tributaire de l'intérêt. Bon, il y a une règle. Bon, je vais vous rappeler un peu vos cours de Lazare. Une règle qui vous dit c'est-à-dire chaque prêt qui est tributaire d'un intérêt est constitué de riba. Donc la seule façon de donner directement de l'argent, c'est de le faire sans intérêt. Effectivement, les banques islamiques le font. C'est-à-dire donner un prêt sans intérêt à un projet. En général, il y a un segment de personnes bien ciblées à qui on donne cela. En général, même, c'est pour les banques islamiques du monde entier, en général, c'est des salariés. Parce que le salaire est domicilié chez vous, donc vous avez une garantie. Puis c'est des montants parfois très limités. Mais ça, c'est des produits d'appel. En général, quand vous dites, moi, je fais des prêts sans intérêt, au segment particulier salarié, en général, tous les salariés vont domicilier leur salaire chez vous. C'est sûr. Parce qu'après, quand on est dans un pays un peu sous-développé comme le nôtre, à l'approche des fêtes, les gens ont besoin de quoi régler le problème de la fête. Vous avez, par exemple, la fête des moutons, la fête de l'Aïd al-Akbar, qui arrive en plein milieu du mois. Pour un salarié, en général, vous avez tout dépensé. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui vous prête un peu quelque chose comme 1 million, 300 000, régler des problèmes de la fête au moins, et vous payez sur 10 mois, sur 15 mois, sur 20 mois. Donc, vous avez une institution financière qui vous propose ces produits-là, naturellement, donc c'est cette institution financière-là qui va capter votre salaire. En général, en captant le salaire,
l'institution financière pourra gagner autre chose. Ça veut dire que demain, si vous avez un besoin de financement, c'est l'institution financière qui serait de fidélisation, de fidélisation et effectivement d'appel même. C'est un produit d'appel. Super. Maintenant, quels sont les défis à relever dans votre secteur, que ce soit sur le plan économique, social, légal, technologique, même si on a eu à parcourir quelques défis comme par exemple le zakat, la centralisation et tout. Est-ce que d'après toi, tu vois d'autres défis à relever? Oui. En fait, tout à l'heure, j'ai répondu à la question en mettant le doigt sur le prêt à intérêt qui est un produit d'appel, pour juste dire que les institutions financières n'ont pas vocation de faire du social. Ok. Même le prêt à intérêt, le prêt sans intérêt, le CAD, en le faisant, on vise un autre intérêt, qui est tout simplement de récupérer le salaire de ces personnes-là. Ça, c'est fondamentalement bien à préciser, parce que le social, c'est autre chose. Maintenant, pour la finance économique propose des outils, des instruments de finance sociale qui devraient profiter, bien sûr, nos gouvernements. Parce que quand je parle de nos gouvernements, quand vous avez un pays comme le Sénégal, composé d'une écrasante majorité des musulmans, donc ne serait-ce qu'à travers donc, ces leviers-là, vous pouvez quand même beaucoup faire. Je pense que là, les gouvernements peuvent quand même attirer leur attention là-dessus. Donc, les défis, pour un peu anticiper sur les défis politiques. Le défi politique, c'est un peu ça. Aujourd'hui, l'économie sénégalaise est une économie islamique. Moi, j'ai fait des études là-dessus. Okay. En général, les projets qui sont financés dans l'économie sénégalaise, ce sont des projets qui sont financés à travers des instruments financiers islamiques. Sans le savoir. Venant de l'Asie, en fait? Non, même des gens qui l'ont appris ici. Okay. Aujourd'hui, en apprenant le droit musulman, et la plupart de nos parents, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, dans le droit musulman, il y a des interdits. Et en évitant ces interdits, dans ce que vous faites en économie, vous êtes dans une économie islamique. C'est vrai. Donc, eux, ils évitent tout ce qui est interdit en matière de leurs affaires. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas anodin de citer que l'économie sénégalaise est portée par le secteur informel. À titre de 80%. C'est des études qui l'ont montré. Ouais. Maintenant, dans ce segment informel de l'économie sénégalaise, essayez de comprendre quels sont les gens qui dominent ce segment-là. En général, c'est les ressortissants des daras. Les ressortissants, oui. Les commerçants. Les commerçants. Oui, les commerçants, en général, c'est eux qui n'avaient pas de choix que de faire du commerce. Parce qu'il y avait deux écoles qui sont proposées par le système sénégalais. Vous êtes dans l'école française, vous sortez de l'école, vous êtes un fonctionnaire. Vous êtes de dans le l'État. formel. Vous êtes un fonctionnaire de l'État ou bien vous êtes un salarié quelque part. Vous êtes dans l'économie formelle. Dans l'économie formelle. Vous sortez des daras, vous vous débrouillez. En vous débrouillant, nous, vous faites on du est commerce. les exceptions. Oui, en vous débrouillant, vous faites du commerce. Donc, le secteur informel est porté aujourd'hui par les ressortissants des daras. Si vous faites un peu le tour de ces milliardaires sénégalais, vous allez voir que eux tous, sans exception en général, ils sont passés des daras. Ils sont sortis des daras. Maintenant, si vous essayez de comprendre les mécanismes avec lesquels ces gens-là travaillent. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de Moudaraba. Moi, je connais beaucoup de parents commerçants parce que j'ai fait beaucoup d'études là-dessus. Moi, mon mémoire même de master, je l'ai intitulé « La finance islamique au service de la microfinance au Sénégal ». Donc, si vous êtes dans le marché, en général, les quincailleries, les boutiques, les grandes boutiques, les magasins que vous voyez, des gens qui travaillent dessus n'ont pas les propriétaires de ces produits. En général, il y a un parent ou il y a quelqu'un qui a chargé la boutique, qui vous donne pour la gestion. Et à chaque inventaire, non, on ne vous paye rien. À chaque inventaire, vous partagez les profits, les bénéfices. Et s'il y a des pertes, c'est le propriétaire qui supporte. Ça, c'est une Moudaraba typiquement. Ça repose sur les principes de la Moudaraba. Vous voyez un peu, il y a aussi de la Moucharaka. Les parents également qui sont dans le secteur informel, en général, on vous dit que le taux de bancarisation au Sénégal et en Afrique en général, ça ne dépasse pas 20%. Le taux de bancarisation. Alors que dans les pays européens, ça avoisine les 95%. Les 95%. Au Sénégal, si vous posez la question de savoir pourquoi on peine à dépasser 20% pour le taux de bancarisation. Parce que le taux de bancarisation élargi, c'est-à-dire si on prend en compte le secteur de la microfinance, c'est 40%. Parce que les gens sont réticents aux banques. Pour eux, les banques proposent des services et produits qui ne sont pas conformes aux principes de la finance islamique.
en général, c'est la réponse qu'on vous sert. Pire encore, s'ils ont dans les banques, c'est juste pour garder leur argent, pour sécuriser leurs biens. Comme épargne, quoi. Oui, moi, je connais des gens qui ont des chiffres d'affaires de milliards, à hauteur de milliards, des dizaines de milliards même, et qui n'ont jamais sollicité le financement d'une banque. Et ça, si vous racontez ça à un Européen, il ne va pas comprendre. Il ne va pas du tout comprendre comment vous pouvez avoir une entreprise, faire des chiffres d'affaires de milliards, mais vous ne sollicitez pas le financement d'une banque. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, mais c'est parce que les instruments... aussi parce que l'argent ne circule pas, c'est juste que ça ne passe pas par les méthodes... Non, parfois c'est dans les banques, mais les gens ne veulent pas parce que les instruments qu'on leur propose, ce sont des instruments qui ne sont pas conformes. Et pour eux, il y a un verset coranique qui est cité, qui est très connu, Yamhaqullahu riba. Si vous appliquez du riba, donc votre argent est en danger. C'est comme ça qu'ils comprennent les choses. Donc pour eux, solliciter le financement d'une banque, c'est de pratiquer le riba. Et quand je mets le riba dans mon argent en main. Voilà, donc je risque de tout perdre. Parce que Dieu dit, moi, j'extrais le riba dans les affaires, avec des trucs comme ça. Ça, c'est des questions fondamentales. Ça veut dire que tout simplement la pratique même de la finance islamique est un peu ancrée dans la tête un peu des gens de cette zone-là, notamment du Sénégal. Quand vous faites des études, vous posez la question à beaucoup de ces gens-là qui sont dans le commerce, qui ne sollicitent jamais le financement des banques, alors qu'ils ont des garanties, ils sont dans les banques qui sont très solvables. Même les banques courent derrière eux pour qu'ils prennent des financements, ils refusent catégoriquement. Moi, j'en connais quand même des exemples que j'ai même cités dans mon mémoire, pour effectivement donner un peu les références de ces gens-là, pour que les banques qui veulent tenter l'expérience essayent de voir avec eux. Donc c'est un peu pour dire qu'il y a des véritables défis à relever sur le plan économique. Sur le plan économique aussi, pour la finance islamique, il faudra formaliser. Parce qu'il y a déjà de ces instruments-là, notamment de la Moudaraba, des instruments de financement participatif. Si vous voulez les faire dans une économie informelle, ça ne marche pas. Parce que vous avez besoin d'une certaine visibilité sur le business. Donc là aussi, il faut formaliser l'économie. C'est un défi pour la finance islamique. Mais là, je ne comprends pas trop. Quand vous dites une visibilité... Par exemple, quand on vous présente un projet, vous devez financer et vous allez vous partager les bénéfices avec le porteur du projet. Donc vous avez besoin d'une visibilité sur les chiffres. Et si le projet n'est pas formel, vous n'aurez pas cette visibilité-là. Et les gars pourraient vous marcher dessus. Mais si vous avez une comptabilité... les chiffres ne sont pas déclarés? Pourquoi? Non, en fait, quand le projet en soi n'est pas formel, vous n'avez pas une comptabilité. Et quand vous n'avez pas de comptabilité, vous ne pouvez pas déclarer vos chiffres. Même la déclaration que vous faites, c'est une déclaration orale qui peut ne pas être vraie. Donc du coup, pour financer avec des instruments participatifs dans une économie informelle, c'est un peu risqué. Parce que vous n'avez pas de visibilité. Et si la personne n'est pas honnête... Surtout dans un pays où le secteur informel est en prévalence. Ça, c'est un défi pour la finance islamique. Mais pour maintenant, nos États, c'est vraiment de faire la promotion de la finance islamique dans ce pays. Essayer de s'appuyer sur les leviers de la finance sociale, notamment la waqf et la zakat, pour un développement, pour une éradication totale. Ou bien même pas totale, mais une éradication en tout cas ou bien même une diminution progressive du chômage. Ça, c'est possible avec ces deux instruments-là. Mais aussi essayer d'absorber ces gens-là qui ne sont pas dans les banques, essayer de les bancariser à travers la promotion, en tout cas, des institutions financières islamiques. Parce que si vous avez plusieurs institutions financières islamiques, les gens vont ouvrir des comptes dans les banques, vont effectivement demander des financements. Et en demandant des financements, donc c'est l'économie qui tourne. Parce qu'une économie, on la finance. Sans les financements bancaires, vous ne pouvez pas faire une économie, en tout cas florissante. Ce n'est pas possible. Mais si le taux de bancarisation est à 20%, parce que les gens ne font pas confiance aux méthodes conventionnelles, donc il y a une banque islamique au Sénégal. Mais il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Donc tu penses que si on avait plusieurs, on pouvait capter plus? Oui. Aujourd'hui, la seule banque islamique que vous avez au Sénégal, depuis plusieurs années, en tout cas le portefeuille... Mais pourquoi vous ne prenez pas tout le monde? Pourquoi vous ne prenez pas tout Non, ça veut dire que le portefeuille augmente au fur et à mesure. Mais vous ne pouvez pas être partout. Mais en fait, aujourd'hui, quand même, la tendance, elle est là, en fait. Les gens commencent à s'y intéresser. Il y a même les banques conventionnelles qui commencent à ouvrir des fenêtres islamiques pour effectivement... Parce qu'ils ont compris que pour capter ces segments-là, pour capter ces gens-là, il faudrait effectivement... aller vers la finance islamique. Et les gens commencent à s'y intéresser. Il y a beaucoup de banques conventionnelles même qui commencent à ouvrir des fenêtres. Donc voilà. Super. En tout cas, j'espère que vous avez pris une note. Moi, j'ai beaucoup appris. Donc j'ai juste quelques questions avant qu'on termine. C'est des questions personnelles qu'on pose souvent à nos invités pour montrer aux gens que le chemin n'a pas été facile et que c'est le fruit d'un travail acharné qui a fait que
aujourd'hui, tu es ce que tu es devenu un expert dans ce domaine. Donc, est-ce que tu as un échec ou une galère spécifique qui t'a marqué dans ta vie? Et qu'est-ce que tu as appris de cet échec, en quelque sorte? Bon, une galère, c'est quand même assez dire, hein, ça va être assez dire. Bon, moi, comme vous le savez, hein, moi, je suis vraiment reconnaissant envers tout ce qu'elle a fait pour moi. Ouais. Bon, je le dis au fond du corps parce que tout simplement, je pense que j'ai été une exception dans plusieurs domaines. Pareil pour moi. Donc, du coup, je ne peux pas citer des galères, mais quand même des épreuves. Ok. Des épreuves, il y en a eu. Des épreuves même dures parfois, mais qui, je pense, qui m'ont forgé une certaine personnalité. Et une des épreuves que je pourrais peut-être citer, c'est le passage au Dara, bien sûr. Ça n'a jamais été facile. Ouais. Parce que la vie, en fait, on vit dans une promiscuité, dans une vulnérabilité même totale. Je pense qu'il serait quand même... vous imaginez hein, des nuits, bon, pendant toute en fait, pendant des années même, hein, vous dormez à ciel découvert. Que ce soit en période d'hivernage ou en période Toi, tu as fait combien d'années? J'en ai fait 5. Oh, moi, j'en ai fait... À ciel découvert. Hein? Non, vous étiez à Dakar. Nous, on était dans un internat. Là, on est des internats, oui. Moi, c'est à ciel découvert. Hein? Entre moi et le ciel, il n'y a rien. Et quand ça pleut, bon, voilà, je supporte tout. Ah, bon, c'était comme ça. Donc, ça, mais c'était ça, en fait, l'environnement des Dara chez moi. Avant de venir à Dakar, où c'était pour moi vraiment des palais. Hein? Et puis, voilà, donc, reste quand même des années. Pendant 4 ans sans pour autant voir sa propre mère, ni entendre sa voix. Ça peut être incompréhensible hein, pour quelqu'un de... mais c'était ça. Parce qu'en fait, mon père ne voulait surtout pas que ma mère m'appelle quand j'étais au Dara pour me perturber. Parce que en fait, pour lui, c'était une perturbation. Ça peut perturber ma concentration, en fait. Et qu'il tenait à ce que je maîtrise le Coran, quel que soit le prix. Okay. Donc ça, c'était des épreuves. Et moi, depuis très tôt, hein, j'étais séparé de mes parents. Parce que déjà, dans les Dara, à l'âge de 7 ans, tu es dans les Dara. Et après les Dara, moi, j'étais sorti du pays. Ouais. D'abord en Mauritanie, puis en Égypte. Donc, vous voyez un peu, donc, cette proximité avec votre famille, vous ne l'avez pas. Et juste après l'Égypte, je suis venu, quelques temps après, je suis parti encore en France. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est des épreuves, mais je pense que quand même des épreuves qui ont beaucoup participé à ce que je suis devenu, donc à pouvoir me débrouiller seul, vraiment sortir sans pour autant compter sur... En tout cas, je m'identifie dans tout ce que tu viens de dire. Oui, je le sais. Exactement. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de tes parents. Quels sont les principes que tes parents t'ont inculqués et qui t'ont vraiment aidé dans la vie de manière générale? Oui, moi je pense que le plus essentiel dans tout ça, c'est de comprendre que la réussite et au bout des efforts. Et au bout des efforts. Maintenant, quand on cherche la réussite, on ne peut pas voir ce qui nous attend au bout du tunnel, par exemple. C'est comme si on est en train de... malheureusement, et ça, c'est pas l'affaire de ceux qui ne sont pas patients. Il faut être patient dans la vie. Et je pense que la patience, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand vous passez dans un tunnel, vous ne savez pas ce qui vous attend après le tunnel. Mais vous y passez quand même parce que vous voulez faire votre chemin. C'est ce qu'on appelle avoir la foi. Tout à fait. Donc, effectivement, il faut comprendre que moi, quand on faisait tout ce qu'on faisait, on ne savait pas qu'on allait devenir ce qu'on est actuellement. Okay. Et c'était pas du tout facile. En fait. Les gens qui étaient avec la plupart de nous, ils sont devenus tout simplement des imams ou des enseignants arabes dans des lycées. Ouais. Aujourd'hui, quand vous forcez en tout cas le destin, c'est pas parce que vous aviez vu ce qui vous attendait, mais vous aviez compris que la réussite est au bout des efforts. Donc vous faites les efforts qu'il faut à temps réel, c'est-à-dire vous essayez d'exceller dans votre métier, dans ce que vous faites. Si vous êtes dans les Dara, essayez de maîtriser le Coran plus que n'importe qui. Vous êtes dans n'importe quel domaine, hein? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que oui, si vous n'êtes pas dans les domaines scientifiques, vous êtes dans rien. Alors que ce n'est pas vrai. Ouais. Si vous êtes dans les droits, essayez d'être un bon juriste, un excellent juriste. Dans tous les cas, vous allez trouver tout de suite après un travail, ça c'est sûr. Si vous êtes dans les littéraires aussi, essayez tout simplement d'être un excellent élève. C'est-à-dire qu'il faut exceller à temps réel dans ce que vous faites et ne pas se préoccuper de ce qui vous attend au bout du tunnel. De toutes les façons, si vous faites les efforts qu'il faut, la réussite sera là. Donc il faut effectivement la patience, la persévérance et puis la croyance dans ce qu'on fait. Non, c'est tout à fait vrai. Parce que moi, je m'identifie dans tout ça. Parce que les seuls conseils que mon père m'a jamais donné, c'est
tout ce que tu démarres, termine-le. Exact. Et c'est exactement ce que tu dis, en fait. Il faut être sérieux dans tout ce qu'on fait. Même si tu dois ramasser des ordures, fais-le avec du sérieux, en fait. Et c'est une importante leçon. Maintenant, quelle est la vision des gens? Là, tu gères la conformité réglementaire et islamique d'une banque. Quelle est la vision? Comment voyez-vous dans 5 ans, 10 ans? Quelle est la vision? Quelles sont les prochaines étapes? Où voyez-vous dans 5 ans, 10 ans? Bon, les next steps, on peut dire. Bon, je pense que pour moi, les next steps, c'est vraiment de... Moi, je ne me retrouve pas trop même dans la vie salariée, dans la vie salariale qui continue comme ça. Bon, après, on gagne bien sa vie, on est tranquille, on est stable. Mais je pense que moi, ce que j'aime le plus, c'est de relever des défis. Oui, moi, bon, je veux bien qu'on me challenge sur des choses. Effectivement, là, je vis dans un pays où l'économie n'est pas très bien faite. Moi, je vais bien être un acteur économique, effectivement, participer dans le développement de mon pays. Maintenant, en faisant de manière excellente ce que je suis en train de faire. Pour moi, actuellement, je suis quelque part, je travaille quelque part, je fais mon travail comme il se doit. Sachant qu'effectivement, il y a des lendemains meilleurs qui m'attendent. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses que je suis en train à la fois d'entreprendre. Et je pense que, moi, c'est toujours ça ma philosophie de vie. Hein. Les choix, je les fais au moment opportun. Et quand il faut les faire, je les fais. Par exemple, on était en Égypte ensemble. Quand on a eu le bac, quand j'ai eu le bac, j'ai dit à mes amis, je vais retourner au Sénégal. Les gens me disaient que si vous retournez au Sénégal, vous allez abandonner les études. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas continuer là-bas. Quelque part, ils avaient raison. Parce que quelqu'un qui a appris l'arabe jusque-là, vous avez 15 ans, et vous avez 16 ans, même 17 ans, et vous avez décidé tout d'un coup de basculer vers le français. Alors qu'à l'époque, vous ne pouvez même pas construire une seule phrase correcte en français. Ce n'était pas évident. Mais pour moi, c'était un choix à faire. Ouais. Je n'ai rien à faire. Moi, j'aime bien la langue arabe. D'ailleurs, je disais à mes parents qu'il fallait que je maîtrise cette langue-là. Parce que je ne peux pas passer 5 ans dans les daras, apprendre le Coran et par la suite laisser tout derrière moi. Donc, mais quand j'ai eu mon bac, pour faire du commerce en arabe, je ne voyais pas le sens. Si c'était pour faire des sciences islamiques, oui. Mais du commerce en arabe, je me posais la question, je vais travailler dans un pays francophone. Donc, il faut que je fasse ça en français. Et les gens voyaient ça impossible. Je l'ai fait, j'ai eu ma licence en finance, un master en management des stratégies financières et puis un autre master en finance islamique. Donc, en train de faire une thèse en finance islamique aussi, et tout en français. Bon, je pense qu'il fallait tout simplement s'y croire. Ça montre que toutes les barrières sont des barrières imaginaires en quelque sorte. Parce que moi, je me rappelle bien, j'ai eu la même expérience quand je suis retourné d'Égypte. J'étais tellement nul en français qu'en première année de l'ESP, dans un cours de technologie alimentaire, on me demandait, on m'avait posé une question et j'ai répondu, on boira le lait. Le lait, ça ne se boit pas, le lait en poudre est déjà boiré. Et les gens se moquaient de moi tout le temps parce que j'étais tellement nul en français. Mais en tout cas, je suis heureux de te voir aujourd'hui, je suis heureux de t'avoir reçu ici dans le podcast. J'ai beaucoup appris, tu as toujours été un mentor et tu nous as ouvert la porte parce que quand tu as quitté l'Égypte pour aller en France, ça nous a montré, nous qui étions là-bas, que c'est possible de diversifier, d'apprendre l'anglais, français, arabe et de vivre sa vie et de façonner en quelque sorte son chemin. Et je t'apprécie et je te félicite pour ça. Donc, j'espère que vous avez pris note. Moi, j'ai beaucoup appris. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on boucle? Non, c'est bon. Juste pour dire que le plaisir est à moi et c'est un plaisir partagé parce qu'on a partagé beaucoup de choses dans des moments très difficiles. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver dans ce podcast, de partager avec toi. De te retrouver aussi, un ami qui a été quasiment perdu. Non, pas quasiment. Voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup. C'est le cercle d'influence. J'espère que vous avez pris note parce que moi, j'en ai pris. Et je vous remercie. Ça se passe ici tous les dimanches. Bienvenue au cercle. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc, à la prochaine. Soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.